Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bah, on parle auto avec le nez. Hein. Ce que j'allais dire, on parle pas que auto, on parle du nez aussi. Voilà. On parle du nez, oui, là ça m'a pris moi cette semaine. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui se rassurent. Moi je vais bien, donc on pourra quand même faire cette émission, même si Laurence meurt en cours de route. Non mais je vais pas bourrir, du tout, c'est juste que je suis très enrhumée. Comment ça va l'ami Jean-Luc, lui, vous, pleine forme bien, jolie chemise à rayures. Ouais, voilà, Vous êtes sorti de la prison quand non, c'est pas que je suis sorti, j'y vais là. Allez, très très grosse émission de nouveau, on est ravis de vous retrouver, vous le savez, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr si vous voulez passer dans notre émission. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui devait passer avec nous ce matin qui nous a envoyé un petit message. Je suis malade. Je vais pas pouvoir parler, la personne n'a même plus de voix. Aude vous attend au standard au 0800 26 300 300. Vous pouvez donc appeler maintenant si vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc, hein, pourquoi pas, on fait comme ça. Ou les questions par mail également. Je participe @sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet. Exactement, et en laissant votre numéro de téléphone, surtout. Sinon on ne peut pas voir. Allez, et puis il y a aussi la page Facebook de Sud Radio. Au programme, on va parler assurance. On va parler assurance. La loi Hamon a 10 ans, fête ses 10 ans, et elle permet de changer d'assureur assez facilement. Et on se rend compte que les Français, en fait, ils la connaissent pas vraiment, cette loi. Est-ce qu'ils changent d'assureur? Non. Ils pourraient faire pourtant des économies. Donc c'est une émission où on va vous faire beaucoup d'économies. Exactement. On va essayer une super voiture d'occasion, puisque une fois sur deux, maintenant, on fait voiture neuve, voiture d'occasion. La Renault Clio 4, hein, je pense que tout le monde connaît la Clio 4. Il y en a peut-être beaucoup qui ont passé dans les jeunes leur permis sur cette voiture-là. C'est une bonne voiture d'occasion. On verra, comme d'habitude, avec Caradisiac et la centrale, quel modèle privilégié, quelles sont les qualités de l'auto, ses défauts, etc., etc. On parlera aussi nouvelle technologie avec la première station de recharge ultra rapide reliée à des éoliennes. Est-ce que c'est une bonne idée ? On en parlera en détail. On en parlera tout à l'heure. Et puis on va remettre l'église au milieu du village, parce que il y a des sujets. Alors cette semaine, TF1 nous a gavé de sujets sur les radars automatiques, avec à chaque fois des conneries monstrueuses. Donc il y a un moment, je me suis dit, ça me fait râler. Donc on va vous expliquer comment fonctionne la marche technique des radars avec Maître Jossaume. On vous parlera de la mortalité routière et de l'impact des radars sur cette mortalité routière. Si vous avez regardé les journaux de TF1 cette semaine, alors oubliez tout ce que vous avez entendu, la vérité est ici. Voilà. Il est colère, hein. Vous avez entendu, là, il est très très colère, l'ami Jean-Luc. Ouais, ça me fait râler parce qu'ils y connaissent vraiment rien en automobile, qui prennent des gens qui connaissent un peu. C'est ça, des vrais journalistes qui vont faire des vraies études, un peu comme un JLM de Sud Radio. Des vrais journalistes, mais ils connaissent pas le sujet. Donc, normalement, un journaliste étudie son sujet. Vous on ne va pas demander à un journaliste économique de faire une chronique sur la mode et inversement. Tiens, une autre de vos spécialités, là aussi vous connaissez bien votre sujet, les coupes auto-légendes. Ah, les coupes auto-légendes. On va aller à Montlhéry. On va aller à Montlhéry parce que ce week-end, vous pouvez, avec votre voiture ancienne, alors vous pouvez, c'est trop tard, il fallait s'inscrire avant, mais vous pouvez faire des tours de piste et rouler vraiment sur cette piste mythique. Alors normalement, on a avec nous le directeur du développement des éditions LVA pour en parler, mais on aura aussi deux invités surprises, deux grosses bavasses. Je vous ai donné un indice. Oh, les indices qui sont là-bas, et Igor B. Igor Biétric, qu'on aura aussi avec nous tout à l'heure. Et puis on parlera de la façon dont nous, les Français, on considère les transports routiers. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer de nos camions, ou nous, les Français, est-ce qu'on aime les transports routiers ? Est-ce qu'on peut remplacer tous les camions par des vélos cargo ? Il est très en forme. Il va faire l'émission pour deux, c'est cool. Quand je vous dis remettre l'église au milieu du village, voilà, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Moi, je suis d'accord. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. Vous avez rendez-vous en écoutant Sud Radio sur l'application ou sur votre poste de radio, bien évidemment. On est en DAB+, partout, presque. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, comme ça, vous verrez en plus notre rogne. Et il y a Aude qui vous attend au standard, 0800 26 300 300. Appelez dès maintenant si vous voulez participer, poser une question. Ou je participe @sudradio.fr. Vous nous envoyez un mail, et on embrasse aussi Mr. Jamel qui réalise cette émission de main de maître. On a un vrai conducteur au volant de cette émission. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Le changement d'assureur et d'assurance, on va en parler avec Arturo Marciano, qui est le directeur général. Arthur Marciano. Et moi, je pars en Italie dans 2 semaines, donc ça y est, tout le monde va prendre du haut, comme Lolo sur Sud Radio. Directeur général du Lynx, lelynx.fr. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ça serait joli Arturo aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Peut-être qu'il se fait appeler Arturo dans le privé. Qui sait. Ça ne nous regarde pas. Alors, on parle du changement d'assureur. Ouais, alors bon, c'est un secret pour personne. Les assurances vont encore augmenter cette année. Il y a des raisons à ça. Évidemment, les assureurs justifient en disant, vous vous rendez compte, ça nous coûte de plus en plus cher, on est pauvre, on va mettre la clé sous la porte. Sachez qu'une assurance ne peut pas perdre de l'argent. Hein. Donc ça, c'est le premier point peut-être à expliquer. Mais en revanche, vous pouvez mettre les assureurs en comment ça s'appelle, vous savez, vous pouvez comparer je sais plus. En compétition. On était deux. Moi, c'est normal parce que j'ai un rhume dans le cerveau, mais pas vous. En compétition. On peut comparer. Vous pouvez comparer, exactement. Et il y a une loi qui fête cette année ses 10 ans et qui permet aux assurés de changer relativement facilement d'assurance. C'est la loi Hamon. Et vous avez fait un sondage pour savoir déjà si les Français savaient qu'ils pouvaient changer d'assureur, s'ils connaissaient la loi Hamon. Et a priori, bon, même au bout de 10 ans, c'est pas terrible. Exactement, ça fait un peu plus de 10 ans que la loi Hamon est en vigueur. Alors la loi Hamon, elle permet à chacun de changer à tout moment son contrat d'assurance auto après 1 an de contrat. Donc vous pouvez changer à tout moment. C'est le nouvel assureur qui s'occupe des démarches de résiliation pour éviter tout moment où vous n'êtes pas assuré. Vous êtes remboursé au prorata si vous avez déjà payé une partie de votre prime annuelle. Et donc, c'est très simple. Et 10 ans après, on se rend compte que les Français ne changent pas d'assurance puisque près d'un Français sur 2 n'a pas changé depuis plus de 10 ans. D'accord. Ah oui, pas changé depuis plus de 10 ans. Est-ce que c'est parce qu'on est des gros fidèles ou c'est parce que parce qu'on ne sait pas qu'on peut gagner de l'argent. Parce que si on prend l'exemple de l'assurance auto, si on a la même voiture depuis 10 ans, ce qui est de plus en plus le cas, puisque le parc automobile vieillit, les gens gardent leur voiture plus longtemps parce qu'ils n'ont pas de moyens pour en acheter. On est sur une moyenne d'âge de presque 12 ans. Presque 12 ans. Ils n'ont pas de moyens d'en acheter une neuve, donc ils gardent leur voiture. Donc la valeur, on se doute bien que la valeur du véhicule, elle diminue au fil des ans. Par contre, la prime d'assurance, elle diminue pas, elle aurait plutôt tendance à augmenter. Donc faire jouer la concurrence, c'est intéressant. Tous les combien ? Peut-être pas tous les ans, mais on peut gagner de l'argent à partir de quelle durée de contrat ? Eh ben, effectivement, on voit la prime augmenter. On est dans un contexte inflationniste. La prime a augmenté de plus de 5% cette année. Alors, c'est lié à une augmentation des sinistres. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de vols, il y a de plus en plus de sinistres et ça coûte de plus en plus cher à réparer. Mais on voit que l'assurance augmente et donc ça vaut le coup de comparer. En général, il faut faire un point sur son contrat tous les 2-3 ans pour vérifier que vous êtes bien couvert déjà avec les bonnes garanties, parce que vous pouvez choisir tout un type de garantie. Vous n'êtes pas forcément au tout risque ou au tiers. Il y a des options intermédiaires aussi, mais surtout parce qu'il y a des nouvelles offres qui se lancent sur le marché et ça vaut le coup de comparer. Ouais. D'un profil à l'autre, est-ce qu'il y a des profils types de gens qui changent d'assurance et d'autres pas ? Peut-être les plus jeunes, hein ? Peut-être non ? Alors effectivement, les plus jeunes, on se rend compte que les jeunes font plus attention à ça, vont changer plus facilement. 57% des Français n'ont pas changé depuis plus de 10 ans, c'est absolument énorme. Plus de 45% n'ont pas changé depuis plus de 20 ans. Et même un tiers des Français n'ont jamais changé. Oui, mais si on fait une étude vraiment sociologique, si on regarde un peu quel est le public qui change pas beaucoup, c'est tout ce public dont je fais partie. C'est-à-dire que comme ça fonctionne bien, on s'en occupe pas spécialement. On se dit, je vais peut-être gagner 5 ou 10 ou 20 ou 30 euros. Mais vous voyez, on est quand même... on est très fidèle en France. Hein, quand les banques, c'est pareil. Autant il y a 20 ans, changer d'assureur, comparer les tarifs, c'était compliqué parce qu'il fallait demander à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des moteurs de comparaison. Par exemple, le lynx.fr qui permet de comparer. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est quoi les principaux freins au changement ? Et oui, et d'ailleurs, c'est très simple. Et on a interrogé les Français. 8 Français sur 10 trouvent facile de changer d'assurance. Et même 9 Français sur 10 qui ont plus de 50 ans trouvent ça très facile. Donc ça, c'est vraiment facile. Ils le déclarent. En revanche, ils sont peu au courant des économies qu'ils peuvent faire. Et il y a une peur de changer aussi pour l'attachement à son assurance. Voilà. On est vraiment... le peuple français aime bien les choses qu'il connaît depuis longtemps. Hein. On va être très... On va être très concret. 37% des Français nous disent qu'ils sont attachés à leur assureur et c'est 46% des plus de 50 ans. Donc c'est vraiment avec l'âge, on est de plus en plus attachés. Ils sont attachés à leur assureur, c'est pas affectif, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de s'en... voilà, c'est tout, parce qu'on n'est pas particulièrement amoureux de son assureur. Ça dépend. Ça dépend. Bon, mais ça c'est très particulier.
Pour être très concret, Arthur, si aujourd'hui, moi, je rentre chez moi cet après-midi, je me dis tiens, c'est pas bête, on en a parlé ce matin, je vais regarder, est-ce que je peux faire des économies sur mon assurance? Comment je fais? Alors, premièrement, comparateur, et ensuite, voilà, je vais par exemple sur le lynx.fr, je rentre toutes mes coordonnées, tout ce qui a trait à mon véhicule. Vous allez me faire des propositions, c'est ça? Exactement. Vous allez rentrer votre profil, votre voiture, votre bonus, tout ça. Vous allez avoir des propositions très concrètes et qui, en fonction des garanties que vous voulez choisir, vous allez pouvoir faire des économies jusqu'à 438 € d'économies. Et ensuite, vous avez juste à choisir le nouvel assureur. Et c'est ce nouvel assureur qui s'occupe des démarches de résiliation. Vous avez une continuité d'assurance. Vous n'avez rien à faire. On n'a rien à faire, c'est-à-dire, juste je regarde les propositions que vous me faites, je prends celle qui m'intéresse le plus, je clique dessus, et puis après, c'est l'assureur qui se débrouille. Vous devez choisir votre nouvel assureur. Oui, j'imagine bien. Ouais. Voilà. Et ensuite, il va vous demander juste votre relevé d'assurance ensuite pour compléter vos pièces, et c'est tout. Et ensuite, c'est lui qui va s'occuper des démarches de résiliation auprès de votre ancien assureur. Ouais, vous conseillez de le faire tous les combien? Vous conseillez de le faire tous les combien, ça, par exemple? On conseille de regarder tous les 2 ans, de regarder son contrat, de se dire est-ce que je suis bien assuré avec les bons niveaux, est-ce que j'ai toujours besoin d'une assurance tout risque, une assurance routière. C'est important de bien regarder ces garanties, la protection conducteur, le bris de glace, tout ça, c'est des garanties qui sont essentielles. Mais en revanche, il y a des nouvelles offres qui sont potentiellement plus économiques pour vous, qui vous permettent d'économiser très concrètement. Arthur, je vais pas y arriver. Arthur Marciano, je veux vraiment que vous ayez des origines italiennes, vous. Arthur Marciano, vous qui êtes directeur général du lynx.fr, de lelynx.fr. Est-ce que on a, quand on compare sur votre site, lelynx.fr, on a vraiment une comparaison sur toutes les assurances qui existent aujourd'hui, où il y a juste, il y en a qui manquent ou pas? On compare des dizaines d'offres, notamment cette tendance qui est la souscription en ligne. Beaucoup d'assurances qui permettent de souscrire justement facilement en ligne sont présentes sur le lynx.fr. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, on a notre dossier de l'après-midi avec Laurence, on va mettre en concurrence. On passe notre après-midi ensemble. On va mettre en concurrence les assureurs. Voilà. Merci beaucoup. C'est facile et c'est important de regarder. Bah oui. Et c'est vrai que cette loi a quand même grandement facilité. Autrefois, c'était un peu plus compliqué. Quand on loupait la date anniversaire, c'était mort. Il fallait attendre un an. Là, on peut le faire tout le temps. Les Français pensent qu'il faut attendre la date anniversaire, qu'il faut attendre le moment où on reçoit son augmentation pour changer, alors que non, c'est à tout moment après un an. Merci beaucoup de ces informations. Arthur. Et on rappelle que le lynx.fr, là on parle auto, donc on parle d'assurance auto, mais on peut faire une comparaison sur toutes les assurances que nous avons, y compris les mutuelles, etc. Bon bah là, si on n'a pas entendu le lynx.fr, donc on vous avait fait déjà 400 € d'économie dans cette première rubrique. Merci beaucoup. On vous embrasse, Arthur. Passez un bon week-end. Allez, à suivre, un salon qui me tient beaucoup à cœur. Vous le savez, vous êtes garagiste, vous êtes réparateur, vous êtes dans la filière de l'automobile, vous avez vos enfants qui veulent devenir un professionnel du monde de l'automobile, ou simplement vous aimez votre voiture, votre titine. Restez avec nous, on va parler de ce super salon qui a lieu tous les 2 ans et qui est un salon spécialisé pour les professionnels de l'automobile, avec toutes ces nouvelles technologies, toutes ces évolutions dans ce milieu qui est un des milieux qui évolue le plus dans tous les milieux professionnels. On va voir, ça sera le challenge d'Aurélie Jouve, là, qu'on va avoir, la directrice du salon, c'est de nous dire sur quel point on pourrait économiser grâce au salon, c'est le thème de l'émission. Allez, à tout de suite, on reçoit la directrice du salon Aurélie Jouve dans quelques instants sur Équipe Auto. Merci d'être avec nous et passez un bon week-end. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes à quelques jours maintenant, à peine, un peu plus de 2-3 jours pour l'ouverture officielle de ce salon qui s'appelle Équipe Auto. On va en parler en détail. Vous savez que Sud Radio est partenaire de ce salon des professionnels de l'automobile qui me tient tant à cœur. Aurélie Jouve, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice du salon Équipe Auto. Comme Laurence est un peu embrumée ce matin. Non, pas du tout. Mais ça démarre quand Équipe Auto? Je pense qu'elle s'en rappelle plus. Mardi matin. On commence par le côté pratique. C'est où, c'est quand, de quelle heure à quelle heure? Est-ce qu'on peut encore prendre un badge si on est professionnel? Oui. Enfin voilà.
On peut. Donc c'est du mardi au samedi. Donc on s'installe pour 5 jours à la porte de Versailles. C'est ouvert de 9h à 18h et samedi de 9h à 17h. Et évidemment, on peut encore prendre son badge. Voilà. Donc toutes les informations sont sur le site internet. Ils sont déjà nombreux à s'être organisés. Et je peux vous dire que c'est l'effervescence à la porte de Versailles. On y est nous depuis mercredi. C'est un gros chantier qui se prépare. Et on a vraiment hâte d'ouvrir les portes et de retrouver tous les professionnels, tous les exposants et tous les visiteurs du monde entier qu'on va attendre et qui vont venir pendant 5 jours. 1400 exposants. Ouais, 35 nationalités. Exposants. 35 nationalités. Oui, parce que vous c'est êtes mis au chinois d'ailleurs, Aurélie, ou pas? Presque. Non, mais ce sont 35 pays représentés, qui vont exposer, mais on va attendre beaucoup plus de pays, surtout du côté des visiteurs. Donc vraiment un bel événement international et puis aussi beaucoup de Français. On attend beaucoup de réparateurs, beaucoup de distributeurs. Donc c'est vraiment beaucoup de monde qui vont converger vers la porte de Versailles, tous les professionnels de l'automobile, comme on le dit, qu'on attend avec impatience. Et puis on va rappeler quand même, parce qu'il y a 100 000 mètres carrés, c'est les 50 ans de ce salon, donc il y a plein de choses nouvelles, il y a plein d'animations, de conférences. Franchement, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, que l'on soit garagiste dans un petit village au plein centre de la France magnifique, ou que l'on soit une grande marque qui va venir aussi faire ses courses. Oui, tout à fait. C'est un événement qui accueille aussi bien, du côté des exposants, j'entends, de très grandes entreprises, des équipementiers, des grands distributeurs, mais aussi de plus petites entreprises. Un salon, c'est aussi une opportunité, notamment de faire émerger et de pouvoir d'un seul coup faire des affaires dans un cadre assez exceptionnel. Donc, on accueille des grands groupes internationaux, comme je le disais, mais aussi bien des PME, des TPE, des startups. Donc, c'est l'occasion unique en 5 jours de réellement pouvoir découvrir tout ce qui se fait, de se mettre à jour dans son business, de pouvoir se former, de découvrir des innovations qu'on peut pas découvrir sur Internet. Et d'ailleurs, côté innovation, c'est assez incroyable de voir comment ce secteur évolue, s'adapte. Rapidement, puisque on est dans une révolution du monde de l'automobile. Mais ça a toujours été le cas. C'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Ouais. Vous avez aussi décidé cette année de mettre un peu d'animation, c'est le cas de le dire, avec. Alors il y a un défi simulateur auto, c'est quoi ça ? Oui, alors on a décidé de clôturer le salon donc le samedi avec une journée un petit peu particulière. Toute la semaine, on a beaucoup de conférences, on a beaucoup de tables rondes, on a des villages dans lesquels on organise des temps d'échange, mais on a voulu un peu clôturer cette édition anniversaire donc pour célébrer les 50 ans du salon de façon un peu différente. Donc on organise effectivement un défi simulateur donc pour tous les passionnés d'automobile et de vitesse, ils auront la possibilité de tester leurs compétences sur des simulateurs avec un vrai challenge, une vraie finale. Tout ça animé par de vrais pilotes qui seront sur le salon. Ah oui. Et vous m'avez dit une Ferrari à gagner, c'est ça ? Oui, tout à fait. En majorette. Une Ferrari en mode majorette, Aurélie Jouve. Une belle reconnaissance de tous les professionnels surtout. Oui. Et puis on a... Oui. Pardon. Je voulais juste... Oui, allez-y Aurélie. Non, allez-y. Parce que les animations, il y a ça, mais il y a aussi toutes les animations, et je vais vraiment insister, que vont faire chacun des stands. Et il y a des grosses animations, et je vais m'adresser à tous les professionnels de l'automobile qui nous écoutent sur Sud Radio. Il y a par exemple sur le stand de la Fédération nationale des artisans de l'automobile, la grosse opération Gagner un garage. Sur tous les stands, quelle que soit la marque, il va y avoir des grosses opérations d'animation, Aurélie. C'est ça aussi les 50 ans du salon Équipe Auto. Oui, c'est surtout, de toute façon, nous, il y a nos propres animations, les animations que nous organisons, mais évidemment, c'est surtout la mobilisation assez incroyable de tous les exposants, avec Laurence, comme vous le disiez, vraiment beaucoup de produits, beaucoup de démonstrations, parce que ça, c'est une des vraies valeurs ajoutées de l'événement, c'est-à-dire que les réparateurs, les distributeurs, tous les professionnels qui viennent peuvent toucher, découvrir, voir les pièces. On peut, faire de la petite formation sur le salon, et puis tout ça dans une ambiance très conviviale, très festive, avec vraiment cette envie à la fois de faire du business,
parce que ça reste un salon professionnel, mais aussi de pouvoir se retrouver et échanger pendant ce temps assez unique qu'on a pendant ces 5 jours. Oui, on a un ami qui s'appelle François A, que je citerai pas. Il a un petit stand de montage et démontage de Jeep Willys. Donc, si les pros veulent y aller pour se challenger les uns les autres, eh bien voilà, je lui ai promis que j'en parlerai. Ouais, n'oublie pas de parler de mon défi Jeep Willys. Aurélie, c'est quelque chose qui existe sur le salon auto, sur le salon équipe auto. Il y a eu aussi sur les on tour. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, ce montage-démontage. Ouais, c'est très sympathique. C'est un clin d'œil. Ça fait appel aux compétences des professionnels, avec cette capacité à monter, remonter, je dirais, un véhicule, et puis tout ça dans une ambiance assez festive. Là, François a décidé de venir avec 2 Jeep Willys. Ça fait écho notamment aux 80 ans du débarquement qu'on vient juste de fêter. Donc c'est assez rigolo. Du coup, on fait challenger à la fois les équipes des exposants, les visiteurs. Donc voilà, encore une fois, c'est ce qu'on disait, on est un salon professionnel. La priorité, bien évidemment, c'est le commerce, c'est le business, c'est faire des affaires. Mais tout ça dans une ambiance festive. Encore une fois, on s'adresse à des passionnés. Généralement, quand on travaille dans l'automobile, voilà, on n'y est pas par hasard. Donc voilà, c'est vraiment une occasion unique de célébrer à la fois son business, son côté professionnel, mais dans une ambiance conviviale. Et puis, merci, pour en savoir un peu plus, je vais faire un peu notre publicité. J'ai eu la chance, et merci de la confiance que vous m'avez accordée, de créer pour vous un magnifique podcast qui s'appelle Équipe Auto 50 ans de passion, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, et le dernier numéro qui vient de sortir annonce toutes les nouveautés avec les interviews de chaque membre, chaque acteur de ces nouveautés. Donc voilà, amis garagistes, réparateurs, tous ceux qui aiment l'automobile, écoutez ce podcast et venez nous rejoindre sur le salon. On va vous souhaiter un bon week-end de travail, Aurélie. Ouais, c'est ça. Dans quelques heures, là, je retourne à la porte de Versailles. Voilà. Je retourne voir l'état du chantier, comme on dit. Gros montage. Bonnes vacances alors. Merci Aurélie. Et venez nous rejoindre. Merci. Il y aura vraiment des animations incroyables. Le gagner un garage, écoute bien Jean-Luc. Un professionnel va pouvoir gagner jusqu'à 100 000 euros d'outils pour son garage. Il va se passer des choses sur ce salon, et on y sera. Moi, je suis professionnel. Oui, c'est vrai. Et on y sera en rendez-vous tous. On sera en direct le 18 octobre prochain. Ce sera samedi matin. On sera en direct de ce salon. Auto. Et nos amis Philippe David et Cécile de Minibus le seront aussi jeudi soir. Allez, on continue notre rendez-vous, et dans quelques instants, on va équiper une autre auto. Ce sera une auto d'occasion avec l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous le savez maintenant, et c'est en tout cas cette année, nous avons une semaine sur deux, une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Et aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'un modèle alors que tout le monde connaît, la Renault Clio de 4e génération. Et pour en parler avec nous, Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com. Bonjour Julien. Salut Julien. Bonjour à vous, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. La Renault Clio 4e génération, quelle année de mise en production et jusqu'à quand est-elle produite ? C'est une voiture qui a été commercialisée d'octobre 2012 à mai 2019, mais en fait elle a continué sa carrière en parallèle de la Clio de 5e génération jusqu'en août 2020. C'était la Clio Génération, et à l'époque elle était vendue 10 990 €. Donc clairement aujourd'hui ça fait rêver. Oui, c'est vrai que ça fait rêver. Bon, on voit des images sur la page Facebook. Alors Clio 4e génération qui était une vraie réussite. Alors je vais reprendre, c'était les pubs pour les générations d'avant, mais elle avait vraiment tout d'une grande celle-là. Oui, clairement, elle avait tout d'une grande. Déjà, la ligne, franchement, ça mettait vraiment un grand coup de fraîcheur à la gamme Renault quand elle est arrivée. C'est une voiture qui reste assez compacte, parce qu'on est dans les 4 mètres de long. Mais plutôt spacieuse, et surtout un coffre assez logeable, de 300 litres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, elle existait encore en break, estate, donc ce qui permettait d'avoir encore un plus beau volume de chargement. Et puis une voiture qui offrait toujours un très bon compromis entre le confort et le comportement, même si elle n'avait pas le même moelleux que la Clio 3. Oui, insonorisation un peu perfectible en revanche. Et puis là, on va venir à ce qui fait mal. Pas une fiabilité redoutable, principalement sur certains moteurs essence. Bon, on va parler du fameux 1 litre de TCE qu'il vaut mieux éviter en occasion, on est d'accord ?
Oui, clairement, c'est un moteur qu'il faut éviter. C'est un moteur qui est apparu en 2016, je crois, sur la phase 2 de la Clio. En fait, c'est des problèmes de surconsommation d'huile, donc ils peuvent entraîner des casses moteurs, des problèmes de chaîne de distribution. Donc clairement, ça c'est un moteur qu'il faut mettre de côté. Faut l'éviter, quoi. D'accord. Sur les moteurs essence, aujourd'hui, il y a quoi comme offre? Qu'est-ce qui serait, selon vous, le meilleur choix en Clio 4 essence? Après, on parlera des diesels, puisque c'était le gros des ventes à l'époque. Oui, alors le meilleur choix en essence, c'est le TCE 90 chevaux. C'est un moteur qui est suffisamment performant, qui est très diffusé en occasion, qui est pas très cher. Donc ce moteur-là, c'est un moteur qui consomme pas beaucoup. C'est un petit 3 cylindres. Oui, oui, c'est ça. C'est un 3 cylindres de 900 cm3. D'accord. Donc plutôt le 90 chevaux TCE pour les moteurs essence. Évidemment, si on veut se faire super plaisir, il y avait encore à l'époque la RS. Une Clio RS 200 chevaux. Ça, c'était une vraie voiture avec laquelle on pouvait se prendre pour un pilote de rallye d'ailleurs. Moi, j'ai adoré cette voiture. Oui, franchement, c'était une très bonne voiture. Un petit 1600 turbo, 200 chevaux, en plus boîte automatique. Enfin, en tout cas, à double embrayage avec les palettes au volant. Donc ça pouvait quand même rajouter un petit peu de peps. Un peu plus polyvalente que les versions précédentes d'ailleurs des Clio RS. Oui. Alors le gros des ventes, comme je l'ai dit, c'était les diesels. Les diesels, alors là on a aussi une offre qui était assez vaste avec plutôt une meilleure fiabilité d'ailleurs que pour les moteurs essence. On peut en trouver aujourd'hui, il y en a beaucoup en occasion. Oui, il y en a énormément en occasion. En fait, ce qu'on trouve, c'est le 1,5 litre DCI, principalement en 90 chevaux ou en 110 chevaux. Et c'est vrai que c'est un moteur qui est plutôt fiable parce que c'est un vieux moteur. Hein. Ça fait des années qu'il est utilisé. Donc c'est un moteur qui pose pas de soucis, qui est très représenté en occasion. Et le 90 chevaux suffit largement pour ce type de voiture. D'accord. Budget pour ou pour l'essence ou pour le diesel? Alors les Clio 4, ça commence à peu près à 4 000 €. Alors je déconseille d'aller vers sur une voiture de 4 000 € parce que forcément elles ont beaucoup de kilomètres. Mais globalement, à partir de 7 000 € pour un essence, on peut avoir droit à une version 90 chevaux, le fameux TCE de 2014 avec un peu plus de 100 000 km. Pour le diesel, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus coté. Il faut compter à peu près 7 900 € pour les premiers prix pour un DCI 90. De 2013 et à peu près 90 000 km. Ouais, consommation, on n'en avait pas parlé sur le diesel, mais c'est vrai que c'est des appétits d'oiseau, c'est moins de 4 litres au 100 quand on roule raisonnablement, c'est ça? Ouais, on peut descendre en dessous des 4 litres, ouais, franchement. Puis en plus, un diesel, ça dépend pas énormément du type de conduite, donc c'est des consommations qui sont tout de même assez constantes. Bon, en plus, comme il y a énormément de choix, je vais vous demander, dans la centrale, il y a combien d'annonces sur la Clio 4? Il doit y en avoir une palanquée, non? Oui, il y en a pas mal, il y en a plusieurs milliers, il y en a à peu près un peu plus de 1500 annonces de Clio 4 en ce moment. D'accord, donc on peut en trouver partout en France, on peut même choisir la couleur. Donc là, le conseil qu'on pourra donner, comme pour les voitures d'occasion, c'est vous y allez, vu qu'il y a de la concurrence, vous y allez, vous négociez et puis vous envoyez plusieurs avant de craquer, quoi. C'est ça? Oui, complètement. Alors ne pas hésiter quand même à monter dans des finitions hautes. Moi, je conseillerais à partir de l'intense. Parce que ça permet de profiter de pas mal d'équipements, régulateurs de vitesse, accès démarrage sans clé, climatisation automatique, le GPS. Donc ne pas hésiter à monter en gamme. Voilà, avec des prix des pièces en plus qui sont raisonnables pour réparer. Et puis on peut même trouver, comme c'est une voiture qui a été beaucoup produite, des pièces d'occasion qui permettent de réparer pour vraiment pas cher. Donc voilà, une bonne idée de budget, comme je l'ai dit au début. Elle a tout d'une grande, cette Clio 4. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, entre guillemets... n'hésitez pas. Sauf le 1 litre de TCE, on va le répéter. Voilà, le 1 litre de TCE, il faut le mettre de côté. Merci surtout qu'il y a beaucoup de choix en TCE 90 ou en DCI, donc voilà, ça pose pas de souci. Merci beaucoup, Julien. Merci Julien. Merci à vous. Dans 15 jours. Journaliste à caradisiac.com et on vous rappelle qu'une semaine sur deux, et c'est d'une voiture neuve par l'ami Jean-Luc et c'est d'une voiture d'occasion, entre autres avec nos amis de chez Caradisiac. Ça permet de pouvoir la semaine prochaine, ça sera une Renault, l'essai de la semaine, ça sera la R5 e-Tech, mais de base. L'entrée de gamme. Voilà, exactement. C'est bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre une entrée de gamme? On verra. Vous le saurez. Parce que moi, j'aime bien prendre une entrée, mais au restaurant. Allez, dans quelques instants, on va parler de cette première station de recharge ultra rapide, directement raccordée à des éoliennes en France. Restez avec nous, les nouvelles technologies continuent d'avancer, évidemment.
Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'environnement. Alors là, pour le coup, on est en plein dedans. Entre autres, on va accueillir Johan Tardy, qui est président du groupe Calista Énergie. Bonjour, monsieur Tardy. Bonjour. Bonjour Johan. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous venez d'inaugurer une station de recharge qui est située à Breteuil, dans l'Oise, qui est directement raccordée à des éoliennes, avec cette promesse de dire, voilà, bon, on est en circuit court, il y a les éoliennes qui produisent du courant, on met des bornes de recharge très rapides, alors c'est jusqu'à 400 kW, donc c'est vraiment de l'ultra rapide, au pied des éoliennes, ce qui permet de facturer le kilowattheure moins cher que sur les autres stations de recharge. La promesse, c'est ça, on est d'accord ? C'est une partie de la promesse, et la deuxième promesse, c'est d'être évidemment certain que pour le coup, on consomme directement l'énergie qui arrive des éoliennes. C'est en gros du producteur au consommateur. On peut en savoir plus sur le groupe Calista Énergie, monsieur Tardy ? Bah oui, bien sûr, Calista Énergie. Bah on sait déjà, on a déjà eu la chance d'échanger ensemble. Oui, au moment où vous avez lancé d'ailleurs. Oui, mais on a plein d'auditeurs qui n'étaient pas là à ce moment-là, donc c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Ouais. Eh bien, écoutez, on est un producteur d'électricité renouvelable qui est également actif donc dans la mobilité électrique avec pour projet en fait effectivement notre grande promesse, c'est le circuit court, et donc de développer des installations d'énergie renouvelable qui permettent d'alimenter directement des stations de recharge. Notamment, on fait aussi de la production d'électricité de manière générale pour alimenter nos clients, que ce soit des producteurs d'hydrogène ou une grande chaîne de supermarchés. D'accord, je vais me faire l'avocat du diable. Bon, une éolienne pour recharger les voitures, c'est bien, mais quand il n'y a pas de vent ? Alors c'est une très bonne question, et c'est pas du tout l'avocat du diable. Alors quand il n'y a pas de vent, on a toujours le moyen de trouver de l'énergie renouvelable sur le réseau, mais c'est là où la promesse est intéressante, et c'est là où on se rend compte de tout l'intérêt. En réalité, le parc éolien de Breteuil, c'est un parc éolien qui a été renouvelé. On dit on parle de repowering. Et on connaît donc très parfaitement la ressource en vent, et on sait parfaitement prévoir, et en plus le parc est déjà en service depuis quelques mois, la production. Et on a calculé en fait, et on pourra le démontrer concrètement d'ici un an, qu'en fait 90% du temps, 80% à long terme, mais au moins la première année à mon avis, 90% du temps, toute l'énergie arrive directement des éoliennes. Donc, d'accord. En fait, les éoliennes, ça produit de manière très régulière de l'énergie. La particularité, c'est qu'on a 5 éoliennes qui sont reliées à la station. Donc en fait, tant bien même il y a une maintenance sur une éolienne, il y en a toujours une qui produit. C'est très très rare les périodes où il n'y a absolument pas de vent. Et donc, on a toujours de quoi alimenter la station de recharge. Bon, comme on est dans une émission, on a promis aux auditeurs de leur faire des économies. Là, ceux qui roulent en voiture électrique, qui vont aller charger chez vous, vont payer leur kilowattheure moins cher qu'ailleurs. Quel prix ? Et est-ce que c'est un prix d'attaque, je dirais, pour faire un peu de pub, ou est-ce qu'il va rester dans le temps ? Alors, c'est pas un prix d'attaque, c'est un prix qui a vocation à rester dans le temps aussi longtemps qu'on peut faire ce schéma de circuit court. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'inflation sur les autres charges qui sont que peuvent supporter les stations de recharge. Je pense notamment à tout ce qui est taxe. D'accord. Alors là, c'est quoi le prix du kilowattheure ? Là, aujourd'hui, on est à 30 centimes du kilowattheure, ce qui, pour de l'ultra rapide, est vraiment dans le top de ce qu'on peut avoir, surtout sur une borne à 400 kilowatts. D'accord, c'est 30 centimes sans abonnement, parce que là, sans abonnement, tout à fait, sans abonnement, vous arrivez, il y a la carte bleue, vous passez la carte bleue et vous paierez le tarif qui est affiché sur le totem. Alors, comme j'ai dit qu'aujourd'hui j'étais l'avocat du diable, je suis allé voir quand même le coût de l'électricité en fonction du mode de production. Bon, le moins cher c'est le charbon, on est à 20 € du mégawattheure. Ensuite, on a le gaz à 35 € du mégawattheure, le nucléaire à 33 € du mégawattheure, et l'éolien est le plus cher, puisqu'on est aujourd'hui à 62 € du mégawattheure. C'est la Cour des comptes, mes chiffres. Sur l'éolien ancien, on est à 87 €. Vous nous avez dit que les éoliennes avaient été, on va dire, rétrofitées pour que tout le monde comprenne, donc modernisées. Donc on est
à peu près à 62 € du mégawattheure, c'est ça. Et comment, avec un coût de production de l'énergie plus élevé, on peut proposer des tarifs plus bas que les autres ? Alors c'est le circuit court qui permet d'atteindre. En fait, vous supprimez les intermédiaires, et quand vous supprimez les intermédiaires, mécaniquement vous pouvez offrir un meilleur tarif de rachat. Je rentrerai pas dans le débat des prix de l'électricité que vous avez cités parce que ils sont pas comparables, mais c'est pas bien important. Je pense que c'était pas le sujet aujourd'hui. Non, c'était pas le sujet. Alors vous avez donc ouvert cette première station qui est dans l'Oise, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir parce que ceux qui nous écoutent, qui se disent ouais mais bon voilà, ils sont dans l'Oise et puis ailleurs on va continuer à payer notre énergie plus cher. Il y a d'autres parcs éoliens que vous comptez équiper de bornes ultra rapides. Et il y en a du côté de Saint-Brieuc. Il va y en avoir davantage dans les Hauts-de-France qui devraient arriver prochainement, mais tout ça met beaucoup de temps. Alors non pas parce que les autorisations sur les stations de recharge sont compliquées, ça pas du tout, mais en revanche pour installer des énergies renouvelables en France, clairement c'est un chemin de croix en ce moment. Et ça fait pas... Il y a beaucoup de choses. Ça va pas s'arranger avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont des chemins de croix en ce moment. Exactement. Malheureusement. On est d'accord. Bon, alors en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des voitures électriques, la station de recharge, elle est identifiée Huawei, c'est ça, Y-A-W-A-Y. Voilà. Eh ben, super. Exactement. Bon, écoutez, très bien, merci Johan Tardy. Et puis Cocorico, société française, vent français. Vent français. Une société qui a du souffle. Ça y est, je me réveille moi. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, vous savez quoi ? On va retrouver l'ami Rémi Jossaume, comme vous le dites, Jean-Luc, depuis ce matin. Cette émission remet l'église au milieu du village et vous allez comprendre pourquoi on va parler des radars. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bonjour Maître Jossaume. Bonjour Maître. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous ? Très bien. Ça s'entend. J'ai entendu Jean-Luc à plusieurs reprises parler d'avocat du diable, je me suis concerné. Alors là, du coup, j'ai deux avocats pour le prix d'un. Jean-Luc, tu veux taper du diable et pour une fois, Rémi va faire le gentil. Jean-Luc, en tout cas, voulait taper sur la table un gros coup de poing parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont pas vraies sur d'autres médias. Jeudi, alors je sais pas si Rémi a regardé le sujet, jeudi sur TF1 au journal de 20h, il y avait un sujet sur les radars où on expliquait comment fonctionnait la marche technique et visiblement le journaliste qui l'a fait a rien compris à la façon de fonctionner d'une marche technique. Une marche technique, c'est pas un cadeau qu'on fait aux automobilistes, c'est simplement le radar est plus ou moins précis à tant de pourcentage près. Alors en dessous de 100 km/h, c'est 5 km/h, mais c'est pas une bonification. C'est-à-dire qu'on vous dit le radar, il est capable de vous donner une vitesse à plus ou moins 5 km/h. Et au-dessus de 100 km/h, c'est 5%, mais ça veut pas dire que quand vous allez être pris à une certaine vitesse, on vous accordera 5% de marge. Alors, dis-nous exactement ce que tu as entendu quand tu as écouté cette émission. Qu'est-ce qui a été dit sur cette antenne ? Il a été dit qu'il y avait une marge technique sur les radars, mais elle a été interprétée comme un cadeau fait aux automobilistes. On vous donne une marge de tolérance. Or, Rémi, c'est pas du tout ça. Oui, c'est ça, vous avez parfaitement raison. On entend, et encore la preuve très récemment, mais on entend même dans la bouche des pouvoirs publics et de certaines associations de défense des victimes, enfin de lutte contre la violence routière, que l'automobiliste qui est par exemple flashé à 56 km/h, enfin à 51 km/h en réalité, roule à 56 km/h. Parce que on lui appliquerait ce qu'on appelle, ce que vous avez dit à l'instant, une marge de tolérance. En fait, il n'y a pas de tolérance, évidemment, et vous l'avez bien précisé tout à l'heure, c'est une marge technique, c'est une marge d'erreur, parce que aussi fiables sont les radars, il y a bien une imprécision dans le calcul, dans ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire la manière scientifique qui permet de calculer la vitesse d'un véhicule, et donc celle-ci est même prévue par les textes, et les textes d'ailleurs parlent bien d'erreurs technique, de marge réglementaire d'erreur technique et non pas de tolérance. Et cette marge-là, alors elle existe aussi pour les éthylomètres, pour l'alcool au volant. Et donc, il y a une distinction à faire selon que le radar est utilisé
à poste fixe, c'est-à-dire ne bouge pas, ou en mouvement, c'est-à-dire que le véhicule roule avec le radar embarqué, et en plus de cela, selon la vitesse à laquelle vous êtes flashé. Donc il y a une double vérification à faire, c'est est-ce que le radar est fixe ou pas, premièrement, et en fonction de cela, l'application d'une marge d'erreur qui va être modifiée selon que vous roulez, comme l'a dit Jean-Luc, en deçà ou au-delà de 100 km/h. Alors, on est d'accord, Rémi, quand vous êtes verbalisé, c'est que de toute façon, vous rouliez trop vite. Mais on reprend notre exemple tout à l'heure. Vous êtes verbalisé, vitesse retenue 51 km/h. Vous pouviez très bien être réellement à 51 km/h et pas à 56 comme on veut nous le faire croire. Oui, parce que effectivement, Jean-Luc, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une marge technique en plus ou en moins. Donc évidemment, vous pouvez parfaitement être à 51 km/h et le radar va commettre lui cette erreur de calcul, mais vous êtes vraiment à 51 km/h. Ou alors, effectivement, vous êtes peut-être à 56 km/h et le radar va calculer à 51 km/h. Donc vous pourriez être à 52, 53, 54, etc. Donc il y a évidemment cette mauvaise parole qui consiste à dire oui, mais on leur donne déjà une tolérance, on leur fait déjà un cadeau. Non, il y a zéro. On est dans un pays où il y a zéro tolérance. 1 km/h de trop, vous pouvez être sanctionné, c'est ça. Et le fait de dire oui, on vous donne une tolérance, les gens vont se dire écoutez, super, j'ai 5% au-dessus de 100 km/h. Ils vont faire un calcul rapide, ils vont se dire je me mets à 140 au compteur. Alors déjà, il y a des compteurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus précis que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Ils doivent par construction être légèrement optimistes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas indiquer une vitesse inférieure à celle à laquelle vous roulez vraiment, mais ils peuvent très bien être précis. Il y a des compteurs, sur les voitures que j'essaye récentes, des fois, quand on compare avec le GPS, on a 1 km/h d'écart à 130. Ça veut dire que vous mettez à 131 à votre compteur, 132 à votre compteur, et vous pouvez être verbalisé pour 131 km/h. Donc, oubliez, quand vous regardez des sujets comme celui de TF1, où on se dit, je suis peinard, je me mets à 140, je suis tranquille. Non, c'est pas la réalité. On n'oublie pas quelque chose, c'est quand c'est limité à 130 km/h sur l'autoroute, ou 80 ou 90 sur les routes ou autres, c'est jusqu'à... En fait, on a le droit de rouler. Oui, on a le droit de rouler moins vite. Mais il y a une vitesse, limite inférieure quand même sur l'autoroute. Non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on oublie aussi que on doit pas rouler tous à 130. C'est jusqu'à. Une vitesse limite. C'est ça. On est d'accord. Je voudrais quand même vous préciser un élément important que peu connaissent, c'est que moi, dans le cadre de la défense de mes dossiers, j'ai accès à ce qu'on appelle le carnet métrologique de l'appareil, c'est-à-dire son carnet de bord avec l'ensemble des vérifications qui ont été faites sur le radar tout au long de sa vie. Eh bien, très honnêtement, sur les radars qui ont 10 ou 15 ans et qui sont toujours en service, écoutez, très honnêtement, je n'ai jamais vu un radar qui n'a jamais été réparé, modifié ou a été refusé à la calibration. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui, tous les ans, doivent être de nouveau vérifiés par les services de l'État pour s'assurer justement du bon respect de cette marge technique et du calibrage du radar. Et il arrive très fréquemment que des radars qui arrivent en station pour vérification sont refusés à la vérification, doivent faire l'objet d'une réparation et sont remis en service. Tout ça pour dire, non pas que les contrôles radars sont mauvais, etc. Parce qu'il y a vraiment un contrôle. Mais on peut se poser par exemple la question, imaginez que votre contrôle radar, qui intervient au mois de mars de l'année 2025, intervient et le radar est vérifié en avril 2025. Et lors du contrôle en avril 2025, les services de l'État disent non, il y a une erreur sur le radar, le calibrage n'est pas bon, donc on va le réparer. Mais on peut se poser la question, mais est-ce qu'en février 2025, donc avant de constater cette erreur-là, est-ce que le radar fonctionnait effectivement bien? Vous voyez? Voilà. D'où la marge technique. Je pense que le constructeur a prévu la marge technique pour ces cas de figure. Ce qui me gêne, excusez-moi, je vais mettre un pavé dans la mare, à 23 secondes de l'info, je vais me faire gronder par mon ami Jamel. C'est qu'on contrôle des radars, on met de l'argent sur des radars, on met plein de choses comme ça et on répare pas nos routes qui sont dans un état déplorable. Oui, mais ça rapporte les radars. Alors les routes, ça je sais bien, pas. Mais enfin, il y a un moment. La question est pertinente, mais la réponse est évidente. Oui, mais et du coup, on marche vraiment sur la tête. C'est un truc de malade. On laisse des gens se tuer parce que la route est abîmée et on va mettre comment on appelle ça, la radarothérapie, alors qu'on sait très bien que vous avez vu les chiffres.
de la sécurité routière, quoi. Ils sont pas bons. Eh ben, ils sont pas bons, donc ça marche pas. Il y a un moment, ça marche plus. Ça, c'était le sujet d'hier soir sur TF1 qui était aussi mauvais que celui d'avant. Bon. On en parlera bientôt. Ouais, avec vous, Rémi. Maître, on vous souhaite un bon week-end. Merci, Rémi. Allez, bon week-end. On vous embrasse fort et on continue évidemment, on parle auto, on a le retour de l'info dans quelques instants et puis juste après on va parler pneus évidemment, mais pas seulement. Restez avec nous et vous êtes de nouveau très nombreux à être avec nous sur la page Facebook qui fonctionne bien ce matin. On vous embrasse tous et on a plein de questions, plein de réactions, on va vous donner la parole dans quelques minutes. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Sud Radio, on est vraiment ravis de vous accueillir pour cette deuxième heure de cette émission exceptionnelle. On parle auto. Je rappelle quand même à tous ceux qui sont des automobilistes, c'est-à-dire à peu près 48 millions de personnes en France qui ont le permis de conduire, oui monsieur, que nous sommes la seule radio qui parle automobile, qui parle automobiliste. Alors, pour cette deuxième heure, tiens, on va accueillir nos amis de chez Point S dans quelques instants. Why. On va garder le thème de cette émission où vous fait économiser de l'argent. Ouais. Et en automne, Point S soigne votre portefeuille. On va vous expliquer comment. Vous savez déjà qu'il n'y a pas de stress chez eux, mais en plus vous allez gagner de l'argent si vous avez besoin de changer vos pneus. Si vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr nous écrire je participe @sudradio.fr avec on parle auto dans l'objet de votre mail et la question. Pourquoi je dis ça maintenant? C'est que normalement nous devions avoir Jean-Philippe qui s'est inscrit pour poser une question, l'ami Jean-Luc. Non, c'est pas Jean-Philippe, c'est Gwendal, c'est le deuxième auditeur qui est mourant. Voilà, qui est pas bien du tout et qui a plus de voix, qui a dû choper la Covid ou quelque chose. Donc il y a une place de libre, si vous le voulez. Dès maintenant, on est très transparent avec vous. Allez-y, n'hésitez pas, appelez-nous. On va parler aussi classique car avec les coupes auto-légendes sur l'autodrome de Linas Montlhéry. Exactement, avec des Youngtimers, des avant-guerres, enfin plein de plateaux très sympas et surtout des gens qui vont pouvoir rouler avec leur bagnole sur le circuit aussi vite qu'ils veulent. Enfin aussi vite, ils vont pouvoir. Il y a des sessions de roulage. Il y a assez peu d'événements comme ça qui permettent aux gens qui sont inscrits, c'est pas, on se pointe pas avec sa voiture, on fait pas des tours de circuit comme ça, mais qui permettent aux gens qui sont inscrits de rouler vraiment sur un circuit avec toute la sécurité qu'offre un circuit, puisque vous savez que sur la route, c'est interdit. Bien sûr. Attention. Et puis, on finira cette émission avec que pensez-vous du transport routier? Alors moi, ça me touche beaucoup, parce que mon papa était routier, mon papa René, je vous lui fais un gros bisou. J'ai fait de la route avec lui, moi, quand j'étais enfant. À 2h du matin, on partait partout sur la France. J'ai connu les routiers, j'ai connu tout ça, le grand ruban sur les CB. Est-ce que vous, les Français, c'est-à-dire vous et moi, vous et nous, on aime ou qu'est-ce qu'on pense du transport routier? C'est une grosse étude, on en parlera à la fin de cette émission avec le salon Solutrans, qui est le salon des transports routiers, et Opinionway. Allez, on y va? Bah oui. On démarre? Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. On va commencer sans stress, puisqu'on est avec Point S. Ouais, elle était facile, celle-là. Lionel Herbarlet, bonjour. Vous êtes aujourd'hui. J'y arrive pas. Directeur marketing et communication de Point S. Alors je le dis avec l'accent. Bonjour Lionel. Comment ça va? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous vos auditeurs. Laurence, définitivement, appelez-moi Lionel. Oui, je suis d'accord Lionel. Je n'y arrive pas, mais ça fait un moment qu'on se connaît. Je n'arrive pas à mettre le verre au bon endroit dans son nom de famille. J'en ai pas l'air, mais je bug. Ouais. Bon, alors on commence par un constat douloureux. C'est que les Français s'appauvrissent de jour en jour et ça va pas s'arranger avec tout ce qui est en train de se passer. Bon, désormais, il y en a beaucoup qui font l'impasse. Alors d'abord sur leur santé à eux et après sur la santé de leur voiture, et ça peut poser des problèmes parce que c'est vrai que quand par exemple on hésite à changer ses pneus, je vais dénoncer un de mes voisins qui a des pneus qui ont 26 ans sur sa voiture, voilà, et qui passe le contrôle technique quand même, donc il y aurait des choses à faire, parce que vous savez, on regarde le DOT qui est indiqué sur l'extérieur du pneu, on connaît la date de fabrication, et donc là les pneus ils ont pas encore 26 ans, ils ont 25 ans. Non mais ils roulent 500 km par an avec ou quoi? Non, ils sont complètement usés, mais ça passe quand même le contrôle technique. Bon, on en reparlera. Wow. On en reparlera. Bon, alors, pour lutter contre cet appauvrissement du parc d'automobilistes, Point S a décidé de mener quelques opérations. Alors, il y en a déjà une qui démarre aujourd'hui, je crois.
Il y en a une qui démarre aujourd'hui, effectivement, puisqu'on a une opération avec notre partenaire Continental et une offre où on rembourse la TVA sur les pneus à partir de 2 pneus achetés. Donc ça, c'est une première économie, mais moi j'ai envie de dire plutôt alors il faut toujours sauter sur les bonnes affaires, on est bien d'accord, mais il faut pas hésiter à aller voir un spécialiste du pneu, parce qu'en fait, souvent, j'ai le sentiment que les automobilistes font monter des pneus sur leur voiture sans savoir exactement pourquoi. Et moi, ce que j'aime dans notre métier de spécialiste du pneu, c'est qu'on peut conseiller le bon pneu pour le bon automobiliste et la bonne voiture. Oui, parce qu'on va préciser quand même que sur le site, si on va sur le site.s, on ne peut pas acheter ces pneus en ligne. Absolument. Et pourquoi on ne peut pas acheter les pneus en ligne, Jean-Luc? C'est tout simplement parce qu'on ne vend pas des prix, qu'on vend des pneus. Ouais. Et réellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le comportement routier du conducteur, quel est le nombre de kilomètres qui vont être parcourus dans l'année. Est-ce que ce sont des longs trajets, des petits trajets? Quelle est l'utilité du véhicule pour réellement pouvoir proposer un pneu qui correspond à son utilisation? Et moi, je dis souvent, je trouve pas ça top, entre guillemets, que de vendre un pneu de marque premium à une dame qui va faire, comme le disait Laurence, seulement quelques kilomètres dans l'année parce qu'elle sort pas de son quartier. Son voyage, elle paye un pneu très cher, alors que très concrètement, en termes d'utilisation, elle n'a pas besoin d'avoir un pneu aussi cher. Et à l'inverse, pour des gros rouleurs ou des gens qui roulent pas toujours sur des routes en bon état, là aussi, vendre un pneu de moins bonne qualité, c'est une moins bonne longévité. Donc au moment de l'achat, on s'y retrouve, hein, c'est une certitude, il va coûter moins cher, mais on va le changer plus rapidement. Donc en fait, c'est une fausse économie. Et la mission des spécialistes du pneu, dont fait partie .s entre autres, c'est justement de proposer au consommateur le pneu qui lui correspond. Oui. Acheter un pneu premier prix sur Internet et le faire monter, c'est pas forcément économiquement. Alors, en termes de sécurité, on en a déjà parlé plein de fois dans cette émission. C'est pas un bon calcul, mais c'est pas non plus un bon calcul économique forcément. Non. C'est pas un bon calcul. Et puis en plus, moi je suis pas le plus gros promoteur d'internet pour le coup. Jean-Luc, vous parliez juste au démarrage de la DOT du pneu. En général, un pneu durée de vie, alors quand vous avez parlé de votre voisin, 25 ans de la conduite de son pneu, c'est énorme. Durée de vie d'un pneu, on dit c'est en moyenne entre 4 et 6 ans. 4 et 6 ans. Et malheureusement, il est pas rare qu'il y ait des gens qui achètent des pneus sur Internet, qui n'aient pas connaissance justement de l'existence de la DOT sur le pneu, et qui du coup vont acheter des pneus qui sont stockés depuis 10 ans dans des conditions qu'on ignore, et ça va nuire directement à la qualité du pneu très concrètement. Oui. Donc les pneus qu'on achète en ligne parfois, on va le dire comme ça, sont des pneus d'anciens stocks qui ont été déstockés. Absolument. Ils sont vendus moins cher, mais ils ont séché parce que ils ont été entreposés pendant des années et des années. Donc bien vérifier au moment où vous recevez par exemple des pneus que vous avez commandés sur Internet, le fameux DOT sur le côté. Vous verrez, il y a écrit DOT et puis il y a 2 chiffres derrière. Le premier correspond au mois de fabrication et le deuxième à l'année. Et si vous voyez que c'est un pneu qui a plus de 10 ans, vous êtes fait avoir. Et oui, il faut pas hésiter à se rapprocher du site en question pour les faire reprendre et changer. D'où l'intérêt d'aller directement voir un professionnel qui va vous conseiller et vous êtes sûr en plus de trouver un pneu frais. Oui, non mais c'est vrai, vous avez raison Jean-Luc, parce que c'est vrai qu'on a un taux de rotation des pneus dans nos centres, dans nos ateliers, qui fait qu'effectivement, je la garderai l'expression du pneu frais. Ouais, effectivement, bon, on a des pneus qui sont en bon état et qui sont pas des pneus impropres à la consommation, si on revient sur le frais. Lionel, et puis, vous avez combien, vous connaissez le nombre de pneus que vous faites à l'année chez .s, tout confondu? On fait un peu plus d'1 200 000 pneus, ce qu'on appelle TC4, donc c'est-à-dire pour les voitures et les utilitaires, mais on est aussi un acteur, vous entendez parler de Solutrans à l'instant. Oui. Et moi j'aime les transporteurs routiers, et .s sera sur Solutrans, et effectivement on a aussi une activité autour du poids lourd et de l'agricole. On rappelle, .s, société française, Cocorico. Bon, alors, .s, c'est avec un S, et vous êtes associé là pour une opération avec un U. C'est les magasins U. Absolument. On a eu chaud là quand même. Hein. J'ai eu peur. On est arrivé au bout. Sinon on aurait été obligé de mettre un A d'apprenti à Jean-Luc. Même Jamel, il est mort de rire. On a eu chaud. Non, donc effectivement, on a monté un beau partenariat avec la coopérative U qui fonctionne comme nous avec des chefs d'entreprise indépendants, et avec nos amis de Hyper U, Super U, on va faire gagner entre le 13 octobre et le 22 novembre à partir de l'achat de 2 pneus dans un atelier
chariotdecourse.s, on va faire gagner effectivement un chariot de course U dans chaque centre en France, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 500 centres qui sont dédiés à l'automobile. Waouh! Un chariot de quelle valeur? Ouais. Alors de 150 euros. 250 euros. 150. Non, mais vous savez que je suis une femme d'argent, Lionel. Alors, c'est vrai, mais je comprends, mais il faut récupérer, et c'est la crise, on disait en introduction, voilà. mais effectivement, et plus que, alors c'est un beau cadeau à quelques semaines de Noël qui plus est, mais réellement, nous, ce qui nous plaît dans cette opération, c'est de pouvoir mettre en avant l'entrepreneuriat et puis ce modèle de coopérative, voilà, où on a des gens qui entreprisent, qui travaillent, qui investissent, qui créent de l'emploi sur le territoire, et on est vraiment super fiers de ce partenariat avec nos collègues de CU. Je résume, Lionel. J'achète 2 pneus chez Poyes, voilà, oui, et de la marque Continental. Voilà, et je participe à un tirage au sort chaque semaine, et parmi tous les clients qui ont acheté deux pneus Continental chez Point S, il y en a un qui gagne 150 € d'achat chez dans chaque centre en France. D'accord. Voilà. Ah, donc dans 500 centres, dans les 500 centres. Absolument. Donc ça fait 500 bons d'achat de 150 €. Waouh, joli. Absolument. J'ai une question, Stéphane, parce qu'on a parlé un peu des routiers qui est cher à mon cœur, Papa René. Combien dure un pneu sur un camion, nous demande Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio. Alors ça dépend, c'est comme le fût du canon. Exactement, Jean-Luc, et du canon normand qui plus est. Non, c'est une bonne question, Jean-Luc. Je ne sais pas si vous voulez vous répondre ou si vous voulez que je. Non, allez-y. Jean-Luc, c'est les bagnoles, c'est pas les camions. Alors, en fait, ce qui est assez extraordinaire, et ça dépend effectivement, ça dépend en fait de l'utilisation du pneu et surtout de l'entretien du pneu, puisqu'en fait dans le monde du transport routier, on calcule pas la durée de vie d'un pneu sur une durée, mais sur un kilométrage. Voilà, et on peut avoir des camions, des pneus qui vont pouvoir parcourir des dizaines de milliers de kilomètres parce qu'ils sont bien entretenus, parce qu'on peut faire du recreusage par exemple sur un pneu poids lourd, ce qui est une bonne nouvelle. On peut le rechapper, ce qu'on peut pas faire sur un pneu de voiture. Donc voilà, c'est réellement en fonction de l'utilisation et de la gestion du parc. C'est ce qui est super important. Les salauds Solutrans auxquels vous faisiez allusion en début d'émission est réellement un salaud où on parle de ces problématiques. Et c'est vrai que ce qui est assez formidable, c'est que la longévité d'un pneu poids lourd, elle est de plus en plus longue. On va pas dire année après année, mais elle évolue justement parce que la technique évolue et la gestion de parc évolue aussi. Bon, et ben voilà. Et ben merci beaucoup Lionel. Donc on va de ce poids aller de ce pas on va aller acheter 2 pneus Continental pour avoir un caddie de 150 €. Pour tenter de gagner. Oui. Pour tenter de gagner. On peut acheter quelques bouteilles avec 150 €. En plus, il y a des foires au vin. Alors moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Je viens de changer mes 4 pneus. Je suis passé en 4 saisons. Donc, en plus d'écorner mon nom. Bravo Laurent, je vous félicite pas aujourd'hui. On vous embrasse Lionel. Merci Lionel. Bientôt, je vous embrasse. À bientôt, Lionel Aberlé, directeur marketing et communication de Point S, qui nous a permis d'en savoir un peu plus aussi sur les pneus des camions. Dans quelques instants, on va accueillir Jean-Philippe qui nous a écrit je participe @sudradio.fr. Il a tout simplement une question à nous poser. Vous mettez on parle auto dans l'objet, évidemment toutes vos coordonnées et surtout votre numéro de téléphone. Et juste après, on ira se promener du côté de l'autodrome de Linas Montlhéry pour les coupes auto légendes. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Peut-on se passer des camions? On en parle juste avant la fin de notre deuxième heure, puisqu'il y a une grosse étude qui a été faite auprès des Français à ce sujet. Et mettre des vélos cargo à la place. Mais tout de suite, et avant d'aller nous arrêter sur l'autodrome de Linas Montlhéry pour les coupes auto légendes, on va accueillir Jean-Philippe qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oh, le joli accent de Toulouse. Oui, de Toulouse, mais je suis immigré dans le Var depuis 20 ans. Mais j'ai gardé mon accent. Ah bah gardez-le, c'est trop beau. Alors, vous nous avez écrit. Merci. On vous écoute. Oui, on avait déjà discuté avec Jean-Luc il y a quelques temps de ça, mais je voulais savoir l'évolution des bornes sur
sur les V2H, en fait, pour pouvoir restituer l'énergie de la voiture. Là, Laurence va vous voilà. Laurence qui est une spécialiste du V2J et du V2H. Voilà, V2X même, mais ça, on vous en parlera plus tard. En gros, ce sont les bornes qui vont permettre de redonner à ta maison, véhicule to home, l'énergie qui est dans la batterie de ta voiture quand tu t'en sers pas. Voilà, exactement. Et l'étape d'après, c'est même le V2G qui existe au Japon, qui redonne au réseau l'énergie. Donc, quand il y a des pics de consommation le soir, par exemple, les voitures électriques peuvent aider à lisser les pics de consommation. C'est une très bonne idée, ça va se développer. Alors, on a une marque française qui s'appelle Covoltis, qu'on aime beaucoup, qui les fait. Alors, vous avez, votre problème. Alors, votre problème, Jean-Philippe, parce que j'ai appelé Nissan quand même, pour avoir le fin mot de l'histoire. Vous avez une Leaf 2, donc une Nissan Leaf, voilà, qui est sur un standard de charge rapide qui est en train progressivement de disparaître. C'est le Shademo. Shademo, ça veut dire l'heure du thé c'est beau. En japonais. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on disait avec cette charge rapide, vous avez le temps de prendre votre thé et la voiture sera rechargée. Donc, sauf que ce standard, malheureusement, est en train de disparaître. Il n'y a plus que les constructeurs japonais qui l'ont. Et même sur les nouveaux modèles, c'est plus du Shademo. Maintenant, on est sur le standard européen. Donc, il n'y a pas de borne V2H qui a été développée en fonctionnant en Shademo. Mais, vous allez dire, c'est bête, mais il n'y en a pas non plus qui a été développé en V2H qui fonctionne en standard européen. En revanche, vous avez envie de changer de voiture ? Après, c'est une réflexion. Après, moi, ce que je trouve ça dommage, c'est que les Japonais ont conçu cette voiture en sachant qu'elle était capable, la première, c'est une des rares qui le soit aujourd'hui, pour restituer l'énergie. Mais la R5, je trouve ça terrible. La R5 est dans... Non, la Leaf. Oui, mais la Leaf, mais la première Leaf. Le fait aussi, attention, mais là on parle de voiture récente, la R5. La Leaf, première génération, faisait déjà. Et pourquoi ? Parce que au Japon, vous n'avez peut-être pas oublié qu'il y a eu un léger tremblement de terre, raz-de-marée, qui a une petite centrale nucléaire qui a un peu posé des problèmes. Donc on a arrêté toutes les centrales nucléaires au Japon et ça posait un vrai problème aux heures de pic de consommation. Et on a dit, on va se servir des voitures électriques pour compenser ces pics de consommation. Donc, toutes les voitures électriques au Japon étaient conçues au départ pour pouvoir refournir l'énergie aux maisons ou au réseau. Mais donc là, première Leaf. Je comprends Jean-Philippe, parce que du coup, il l'a acheté en France. Oui, il l'a acheté en France et il se dit, tiens, est-ce que ça... Non, Nissan France n'a pas commercialisé. Alors c'est Nissan France. Nissan France n'a pas commercialisé les bornes compatibles V2H. Ça existe, mais vous ne pourrez pas l'acheter en France pour le standard Shademo. Si vous changez de voiture et que vous prenez la Leaf 3 qui va arriver l'année prochaine, là, il y aura une compatibilité. D'abord, elle sera plus en charge Shademo, ça sera plus un chargeur Shademo, ça sera un chargeur, on va dire, européen, pour faire simple. Et il y aura des bornes compatibles qui seront commercialisées par Nissan, comme il y a des bornes compatibles aujourd'hui qui sont commercialisées par Renault, et tous les nouveaux modèles qui sortent, qui ont cette fonction V2H ou V2G. V2G. Alors V2G, V2G, c'est plus compliqué à mettre en place avec cette grande maison qui s'appelle EDF. Mais bon, bref, il y aura donc une compatibilité, mais pour le moment, dans votre cas, vous, il n'y a pas d'issue. Vous pourrez pas. On va ressortir le vélo. Non, je rigole. N'essayez pas de faire un branchement vous-même. Non. Alors, du coup... Non, je sais qu'il y avait eu la marque Wallbox qui avait fait le chargeur Quasar à l'époque, il y a quelques années, qui permettait ça, mais il a été commercialisé à très peu d'exemplaires, ça coûtait très cher. Il y a eu des expérimentations, même moi je me souviens au moment du lancement de la Leaf 2, on avait vu une expérimentation, c'était une société qui était en Bretagne, qui donc chargeait les voitures dans la journée avec des panneaux solaires, et le soir, ils avaient une borne qui était de double sens, et ils réalimentaient en fait la ferme avec les voitures électriques. Donc ça a existé, malheureusement, ça n'a pas été commercialisé chez nous officiellement. Mais là, le problème qu'a Jean-Philippe, c'est qu'il ne pourra pas trouver une borne compatible avec... Non, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. En France, actuellement, donc, il n'y en a peut-être pas. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Bon. Jean-Philippe, bon courage. La Leaf 3, en revanche, sera super sympa. Donc, si vous voulez rester chez Nissan... Et puis, n'hésitez pas... Je suis ravi de la Leaf. En tout cas, c'est mon deuxième modèle. J'ai la 62 kW. Avant, j'avais une 40 kW. Et c'est vraiment une
Enfin, une voiture en 5 places qui est vraiment avec un grand coffre. Ouais. Qui est vraiment chouette à l'usage au quotidien. Ouais, c'est cool. Bon. On vous embrasse fort, on vous souhaite un bon week-end. Merci Jean-Philippe. En tout cas, rechargez. Profitez de ce week-end pour recharger vos batteries à vous personnelles. Allez, dans quelques instants, on va retrouver, entre autres, Lionel Martorell, qui est directeur du développement des éditions LVA. Vous l'avez bien dit, comment ça se fait? J'ai pris mon temps. J'ai lu correctement et j'ai mis mon cerveau en mode on réfléchit avant de parler. Lilian comme l'animal? Oh, mon Dieu. Allez, on va parler des coupes auto-légendes sur l'autodrome de Lina Montlhéry. Et mon petit doigt me dit qu'en plus de Lilian Martorell, nous allons avoir deux amis de On Parle Auto sur Sud Radio qui vont nous rejoindre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, On Parle Auto, Classic Cars. Et nous sommes en direct du autodrome de Lina Montlhéry pour alors cette on dit Lina ou Linas on dit Linas. Coupe auto légende avec vous, Lilian Martorell. Oh, je le gère bien ce R. Juste bien, oui. Directeur du développement des éditions LVA. Bonjour Lilian. Bonjour Lilian. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Bon, alors exceptionnellement, on a demandé à Brock et Schnock s'ils pouvaient être avec nous aussi. Alors Brock et Schnock, ça fait un peu privé joke. Bonjour François Alain. Bonjour. C'est Brock ou c'est Schnock? Bonjour François Alain. Allô. Allô François. On a alors on a il a disparu. Il a disparu. Bon Lilian, expliquez-nous. Alors, pour être encore un peu dans l'humour, Jean-Luc, François est aussi sur l'autodrome et on n'a pas eu encore l'occasion de se croiser. C'est pour vous dire. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Ouais, parce on a commencé ce matin. Ah oui, parce que normalement on devait avoir Igor aussi. Alors normalement François Alain, il doit être avec Igor Bietri. Voilà pour nous parler un peu. Pour nous parler un peu de ce qui se passe sur la piste, puisque vous êtes aux manettes de l'organisation. Alors dites-nous d'abord, combienième édition de ces coupes auto-légendes? Parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça, moi. Alors ce n'est que la deuxième édition des coupes auto. Il y a eu les coupes moto légendes sur l'autodrome qui a déménagé à Dijon, sur le circuit de Dijon-Prenois. Mais les coupes auto, première édition en 2023, c'est ça, oui. Et puis on se retrouve 2025, JO oblige l'année dernière, un peu compliqué. Et donc cette année, la deuxième édition. D'accord. La particularité, comme je le disais, c'est que c'est pas une expo bête de voitures anciennes, c'est que là, on peut monter sur la piste et rouler. Il y a des plateaux différents, évidemment. On va pas faire rouler des voitures d'avant-guerre avec des supercars actuels. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors, on a 6 plateaux. 6 plateaux. Le but de notre événement, enfin le but, si on peut dire, la mission qu'on s'est donnée, c'est de donner un spectacle qui retrace l'histoire de l'automobile. Donc, on a 6 plateaux qui partent donc des avant-guerres. Igor pourra peut-être me corriger, mais pour moi, la plus vieille voiture enregistrée à ce jour, c'est une Talbot DC10 de 1924 qui va rouler. Et on va jusqu'au GT Prestige avec des très belles voitures aussi. On va retrouver de la Porsche, on va retrouver des Ford Mustang, etc. Donc on retrace vraiment toute l'histoire de l'Alpine, bien sûr. On retrace toute l'histoire avec les populaires, les avant-guerres, sur 6 plateaux. Alors, Lilian, si j'ai une voiture ancienne, je m'inscris. Ouais, on va lui demander juste après. Si j'ai une voiture ancienne, je m'inscris aux coupes auto-légendes et avec ma voiture, je peux aller sur le circuit. Je peux rouler comme sur un circuit ou il y a des règles à respecter? Alors, nous, on est en démonstration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronométrage, on est vraiment sur de la démonstration. Alors, hélas, aujourd'hui, si les gens veulent s'inscrire, on est complet sur nos plateaux, donc ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on était en inscription. Ça fait maintenant plus de 4 mois que des personnes se sont inscrites pour cet événement. Et c'est un événement sur 2 jours, samedi et dimanche. Je pense qu'il reste quelques places pour demain, mais il vaut mieux que les personnes téléphonent avant. Tout est inscrit sur le site internet des coupes auto-légendes pour voir s'il reste quelques places, mais c'est aujourd'hui pour tout vous dire, on est complet sur les plateaux. Ouais, le public peut venir évidemment, on n'est pas obligé de venir avec sa voiture pour rouler. Bien sûr. C'est ouvert au public, bien sûr. Même en voiture de collection, des parkings. On rappelle juste qu'on est au sud de l'Essonne, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Île-de-France. Oui, mais il y a des gens qui écoutent Sud Radio et qui ne connaissent pas. Ça coûte combien, Lilian, l'entrée? Alors l'entrée, on est à 15 €. Pour un visiteur classique, c'est 15 €.
D'accord. Voilà, l'entrée, il peut passer la journée, il peut se restaurer sur place, tout est prévu. Pour les personnes qui arrivent en voiture de collection, il y a des parkings qui sont dédiés. Cette année, grande nouveauté, on a aussi mis en place un parking LV Annonce. Pourquoi ? Parce que lundi, on lance un site internet basé sur la vente de véhicules, auto, moto, objets de collection, qui est un peu l'origine des éditions LVA, la vente de voitures de collection. Et donc, on a un parking LV Annonce avec une 60aine de véhicules à l'heure actuelle pour qui souhaitent trouver un nouvel acquéreur. Voilà. Bon, alors là, je vais pas forcément être gentil, mais c'est bien. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que votre site LVA, il datait un petit peu. On avait des toutes petites photos, on avait peu d'informations sur chaque voiture. Pour moi, c'était une référence pour la qualité des modèles qui étaient dans les annonces, mais par contre, c'était un peu vieillot. Alors là, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on accueille Brock. Et donc, on n'a pas Schnock, mais on a Brock. Bonjour, François Alain. Bonjour, monsieur François Alain. Salut les amis. Alors, en fait, je ne suis pas venu tout seul, puisque la semaine dernière, j'ai entendu sur l'antenne de Sud Radio qu'il y avait l'ami Igor Bietri. Donc, comme Igor est avec moi à Montlhéry, puisque c'est lui le speaker de l'événement, évidemment, incontournable, eh bien, on est tous les deux, on s'est installés dans l'ABS du Tour Auto pour être un peu tranquille et pas avoir trop de bruit et que vous puissiez nous entendre et vice-versa. Donc, on est au cœur aussi de l'événement, à quelques mètres de Lille. Alors, qu'est-ce que vous on allez a bien faire broqué Schnock, c'est ce que je disais au départ. Alors, c'est l'ami Jean-Luc qui vous appelle comme ça. Hein. François, c'est l'ami Jean-Luc qui vous appelle comme ça. Moi, je ne me permettrai jamais. Oh, maître, oh, Dieu. Tous les deux, vous allez faire quoi ce week-end, alors ? En fait, Igor est au micro, évidemment. Oui. Moi, je suis sur la piste. Et comme il l'a dit déjà plusieurs fois, on peut même inverser s'il faut. Hein. Nous, on est inversibles. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je sais très bien imiter la signature de François Alain. Et donc, si vous avez besoin de dédicaces, je peux vous les faire à bas prix. Alors, donc, surtout, n'hésitez pas. Oui, alors, moi, je voudrais des chèques si tu sais faire. Ça y est, c'est parti entre copains. Alors, je voudrais Igor, oui. La plus vieille voiture, parce que Lilian nous disait il faut demander à Igor de confirmer. La plus vieille voiture, c'est quoi sur le plateau ? Alors effectivement, a priori, ça serait une Talbot, mais je dis a priori parce qu'en fait, et c'est ça qui est génial à Montlhéry, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs autos en tant que spectateurs pour voir ce qui se passe sur la piste, mais qui viennent avec des voitures anciennes. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'à l'intérieur du parking visiteur, qui est un musée à ciel ouvert, il y ait aussi une voiture qui soit encore plus vieille que cette fameuse Talbot. D'accord. Bon, mais celles qui tournent sur la piste sont les plus intéressantes, puisque là, ça roule vraiment. Même s'il n'y a pas de chrono, on va dire que le premier arrivé a gagné quand même. Non ? Non, on est plus dans la parade, là. C'est vrai qu'on est plus dans le côté parade. C'est aux gens qui sont sur le bord de la piste. Et on essaye, donc ils ont groupé évidemment par période et par cohérence. Donc il y a les avant-guerres, il y a les populaires, il y a les sportives. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Et ce qui est formidable dans ce genre de manif, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que d'abord, il y a plein de stands, il y a plein de choses très variées, il y a des marchands de tas de trucs, de documentation, etc. Mais surtout, c'est une vraie variété. Il y en a pour tout le monde. Il y a des voitures très populaires, il y a des voitures un peu plus élitistes, il y a de tout. Et surtout, ça sent un peu encore l'huile de ricin. Ouais, et le bon cuir. Et le bon cuir. Je voudrais vous poser une question, parce que c'est vrai, quand on vous entend parler, que ce soit toi, l'ami Jean-Luc, parce que tu es aussi passionné des voitures anciennes, que ce soit François Alain, évidemment, que ce soit Monsieur Bietri aussi, Igor, ou notre ami qui est avec nous, Lilian Martorell, directeur du développement des éditions LVA, on pourrait avoir la sensation que c'est un petit milieu un peu fermé quand on ne s'y connaît pas. Or, ce genre d'événement est vraiment ouvert à tout le monde, y compris aux curieux, même si on n'est pas spécialement passionné. Et aux jeunes, c'est vraiment ça qui est important de préciser. C'est vraiment un univers qui est ouvert à tous. Alors, oui, tout à fait. Je tiens à vous dire... Pardon, je te laisse Igor. On se faisait la réflexion avec François il y a 10 minutes. On a vu plusieurs jeunes femmes, mais des jeunes femmes de quoi, 25 à 30 ans. Vous m'avez reconnu. De Triumph TR4, etc. Et on sait tout simplement, quand on les interviewe, eh bien en fait c'est leur père qui a dit tiens ma chérie, monte dans cette voiture, tu vas voir ce que c'est que Montlhéry, tu vas voir ce que c'est que la collection. Et ça c'est exactement ce qu'on prône à longueur de journée de manifestation, François et moi, c'est justement le partage. Et la preuve, la meilleure preuve, eh bien c'est que Oscar, le fils chéri de François, est actuellement sur la piste au volant de sa coccinelle. Ouais, alors faut pas dire le fils chéri, parce que sinon l'autre va être jaloux.
Moi, je suis très étonné que vous ayez remarqué qu'il y avait des jolies filles dans des voitures. Enfin bon, c'est pas votre genre. Hashtag balance. Les gars, là, c'est fini ce temps-là. Toutes les filles sont belles. Alors là, vous nous avez parlé de Triumph. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture remarquable que vous avez vue cette année dans les plateaux qui tournent sur le circuit ? Il y a pas mal de voitures différentes, et notamment dans les avant-guerres, il y a une fois de plus, et heureusement qu'il y a des vrais passionnés d'avant-guerre, parce que les avant-guerres, c'est vrai que c'est des voitures qui sont moins connues du grand public, et notamment du jeune public, et pourtant, c'est des voitures à sensation, c'est des voitures, je dirais, sensationnelles pour certaines, et c'est formidable de voir justement parfois certains pilotes ou propriétaires qui prennent à leur bord, parce qu'on a le droit d'être 2 par véhicule, qui prennent à leur bord des jeunes pour les initier, leur donner envie. C'est génial. Donc il y a quand même... Igor était au micro tout à l'heure, il va citer quelques modèles, mais il y a quand même quelques trucs qui sont pas fréquents et qui sont remarquables. Ouais. Et puis alors, ces trucs sont très fréquents, en l'occurrence les R8 Gordini, qui nous rappellent la fameuse coupe qui a eu lieu sur le circuit de Montlhéry notamment, et il se trouve que l'invité d'honneur Jean-Claude Androuet a fait ses premières armes sur les fameuses R8 Gordini, donc il y a un de cercle vertueux dans tout ça. Ouais. François, vous qui êtes habitué à tourner sur le circuit de Montlhéry, puisqu'il y a eu X épisodes de vintage mécanique qui ont été tournés là-bas, c'est une piste un peu particulière quand même. Moi, ils m'ont fait l'honneur d'être le parrain du centenaire de Montlhéry l'année dernière, et ça j'ai adoré, il y a 2 ans déjà, ça passe vite, et c'est vrai que c'est ma seconde maison Montlhéry, comme Igor d'ailleurs. Ici, on est tout le temps fourré à Montlhéry. Chacun a sa chambre. Voilà, on a chacun une chambre, on a chacun notre box entre guillemets sous la piste. Et non, mais c'est un lieu mythique, c'est un lieu historique. Et là aujourd'hui, les gens effectivement croisent Jean-Claude Androuet. Jean-Claude se balade dans les allées. Alors évidemment, on peut rappeler qui est Jean-Claude Androuet pour ceux qui ne connaissent pas. Un pilote de rallye. Oui, merci. Un grand pilote de rallye qui a fait beaucoup de choses dans plusieurs disciplines différentes. Alors évidemment, les gens de 25 ans ne savent pas forcément qui est Jean-Claude. Les gens plus âgés le savent tous parce que ça a été un très grand champion. Et puis c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de ses petits camarades de jeu, qu'on voit régulièrement dans ce genre de manifestation et qui se prête vraiment gentiment et directement au jeu, des photos, des selfies, des dédicaces, etc. Et c'est des gens qui ont tas de trucs à raconter parce qu'ils ont vécu une époque assez extraordinaire qui était... je dirais moins professionnalisé qu'aujourd'hui, mais justement il y avait encore un côté gentleman driver qui aujourd'hui est un peu moins fréquent pour différentes raisons, mais voilà, c'est toute une époque, c'est toute une ambiance. Ouais. Lilian, pardon. Lilian, les plateaux, vous nous avez dit 6 plateaux, c'est 6 plateaux qui tournent en permanence ou il y a des plateaux qui tournent plus que d'autres? Dans quel ordre ça se passe? Alors ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Igor fait ça très très bien. Il est au micro et à la manœuvre. Les plateaux s'enchaînent dans un ordre croissant, S1, S2, S3, etc. Et chaque session est de 20 minutes. Donc ils partent, la prairie est en train de se mettre en place, ils sortent et on enchaîne sur la série d'après. Juste pour compléter, parce que j'ai entendu parler de jeunes. Cette année, on a vraiment voulu mettre l'accent justement sur ce côté passation, faire passer cette passion. Transmission. On a transmission, tout à fait. On a travaillé avec des youtubeurs pour justement donner un côté jeune aussi à l'événement parce qu'il y a un vrai engouement autour de la voiture ancienne. Hein. Et on a fait venir des influenceurs avec leur voyage en Porsche 924. Ils ont voyagé dans 14 pays, etc. Des kilomètres, des très belles photos sur leur compte et ça a permis justement d'aller chercher ce jeune public que l'on attend. Tout à fait. Juste et les emmener vers cette passion. Lilian Martorell, en termes d'influenceurs, moi j'en ai en face de moi. Vous en avez 2 avec vous, hein, Igor et François. Bien sûr, si je viens demain, ça veut dire que quand je dis moi, c'est tous ceux qui auront peut-être envie de vous rejoindre puisque c'est aujourd'hui et demain. Donc si je viens ce week-end, je peux peut-être espérer monter dans une voiture avec quelqu'un en copilote? Bien sûr. Il y a un parti. Vous voyez, j'ai même pris mon petit bracelet passager à l'entrée de la piste. Il y a une petite tente avec une dame charmante qui fait un grand sourire. Ça permet, on fait une lettre de décharge classique, hein, comme tout circuit, et on a son petit bracelet passager. Trop Après, trouver quelqu'un qui souhaite vous emmener, comme disait tout à l'heure François, c'est facile. Hein, les gens ont envie de transmettre et de partager leur passion. On ira vous rejoindre et merci beaucoup. C'est jusqu'à dimanche soir. La chance, il va faire beau. Très beau. Ouais, il va faire très beau. C'est jusqu'à dimanche soir, c'est la seconde édition. Évidemment, on sera parti sur une 3e
troisième en 2026. Il y a de fortes chances. On vous retrouvera d'ici là, Lilian Martorell. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, et merci à Brock et Schnock d'avoir été avec nous. Qui ne sont pas les visiteurs du mercredi, mais les visiteurs du samedi sur Sud Radio. Lilian Martorell, qui était directeur du développement des éditions LVA, Brock, François Alain, et Schnock, Igor Berry. Allez, Bietri, pardon. Dans quelques instants, eh bien, on va parler transport routier. Est-ce que les Français aiment les camions? Il y a une grande étude qui a été faite avec le salon Solutrans et Opinionway. On le détaille ensemble avec le boss, entre autres, de ce fameux salon Solutrans, homme fort de la Fédération française de la carrosserie et président de Solutrans, Patrick Cholton, sera avec nous dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et notre dossier pour terminer cette émission, on parle auto, va faire une exception, on va parler camion, entre autres, avec une grande étude qui a été faite. On va en parler en détail avec le salon Solutrans et Opinionway. Et pour parler de cette étude, on va accueillir Patrick Cholton, qui est un homme de la Fédération française de la carrosserie, mais surtout président du salon Solutrans. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour à vous deux. Oh, quel bon son. On a l'impression que vous êtes avec nous en studio. Vous êtes en studio avec nous. Vous êtes caché où? Je suis caché chez moi. Là. Alors, parlons de Solutrans en 2 mots. Le salon qui va avoir lieu très prochainement à Lyon, tiens d'ailleurs. Oui, il va avoir lieu du 18 au 22 novembre à Eurexpo. Je rappelle juste qu'on est devenu, et ça je suis un petit peu cocorico, le premier salon européen du transport de marchandises en Europe. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis on est sur 100 000 carrés pour les connaisseurs, 100 000 mètres carrés, pardon. Et puis on aura plus de 1000 exposants. D'accord. Bon, le camion, aujourd'hui, même si certains voudraient les voir disparaître, ça reste indispensable. Vous avez posé la question aux Français. Est-ce que c'est un outil indispensable aux yeux des Français? Quelles réponses ont-ils données? Alors on a été surpris quand on a fait cette étude, parce que moi le premier, parce que ça fait 3 décennies que j'entends parler que le camion c'est pas bon pour la population, et le résultat que l'on a eu il est plus que surprenant, puisqu'on a pratiquement 62% des Français qui estiment que le camion ils ont une bonne image du camion, pardon, et surtout 88% des Français estiment qu'il est indispensable justement à l'économie. Hein. Bien sûr, ça paraît logique. Ça paraît évident, les gens commandent de plus en plus de choses sur Internet. S'il n'y avait pas de camions, alors pour rigoler, depuis le début de l'émission, je dis ouais, si on mettait des vélos cargo à la place des camions, d'abord on serait livré un petit peu plus tard, et puis surtout il faudrait des millions de vélos cargo. Aujourd'hui on est d'accord que principalement pour les livraisons de derniers kilomètres ou même un peu plus loin, on peut pas se passer des utilitaires et des camions, c'est pas possible. Non, alors je crois qu'il faut regarder maintenant l'économie du véhicule industriel d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les villes, dans le centre-ville, effectivement, on va voir ce que l'on appelle les VUL, les 3,5 tonnes et les vélos cargo également, qui commencent à bien marcher, faut le reconnaître. Et puis dans la périphérie, dans le régional, on va commencer à avoir vraiment... alors il y aura encore du gaz, du diesel pour encore quelques années, et puis l'hydrogène arrivera dans les 5 à 10 ans également pour les moyennes et longues distances. Donc on va vers un mix énergétique. Je vais pas me faire des copains en disant ça, mais quand à un moment donné on a dit on va vers tout l'électrique, c'est pas possible. Je crois qu'il faut être réaliste à un moment donné. Si on va vers un mix énergétique qui est très très bon pour la suite, on arrivera aux objectifs fixés par la Commission européenne, il n'y aura pas de doute. Quelle place il occupe le camion aujourd'hui dans la vie économique des Français ? Déjà, il faut savoir que pratiquement 90% des marchandises transportées sont transportées par camion. Donc c'est vite vu. Puis je fais juste un rappel, je vais revenir sur la période du Covid. S'il n'y avait pas eu les camions, les hôpitaux, les grandes surfaces n'auraient pas pu être approvisionnés. Ça aurait été un blackout complet. Et je rappelle qu'à cette époque-là, les transporteurs, les chauffeurs ne pouvaient pas se laver, ne pouvaient pas manger, il n'y avait strictement rien sur les routes et les autoroutes. Et pourtant, donc, ils ont fait le job. Un travail extraordinaire. Mais le transport routier, Patrick Cholton, c'est quand même quelque chose qui historiquement existe depuis tellement longtemps. Comment aujourd'hui on n'a pas de solution et il faut surtout pas s'en passer?
Ah bon, on ne peut pas s'en passer. La moyenne des livraisons, c'est 150 km. Alors, quand on me dit que le ferroviaire peut le remplacer, excusez-moi, c'est une douce bêtise, ça. C'est impossible. Si vous commandez sur Amazon un petit colis, c'est pas le train qui va vous l'emmener devant chez vous. Et puis de toute façon, même si vous prenez le train, il y aura toujours un camion qui apportera la marchandise dans le train et puis qui viendra décharger. Oui, et puis en général, le camion... On monte même les camions sur le train. C'est ce qui était prévu à un moment. Mais bon, on n'arrive pas à un volume exceptionnel pour venir compenser ce qui existe sur les routes ou les autoroutes. C'est pas possible. Les Français voient les camions comme étant évidemment incontournables et ils les voient aussi comme un mode de livraison rapide et flexible. C'est aussi ça l'avantage du camion. Et des routiers que j'embrasse très fort parce que je suis une fille de routier. Alors ça me touche d'autant plus. Ouais. Non, mais c'est sûr que les Français plébiscitent le camion parce qu'aujourd'hui tout le monde doit être livré pratiquement en 24 heures. Donc il y a que le camion qui peut le faire aujourd'hui. Et puis les Français, dans notre analyse, là, ils plébiscitent. Ils voudraient peut-être même, pour qu'il y ait un petit peu plus de justice au niveau des chauffeurs, tout ça, que les délais soient un petit peu plus longs. Mais les Français ne veulent pas payer plus cher leur transport. Ça paraît logique, on paye déjà tellement tout très cher. Et aujourd'hui d'ailleurs, le transport routier par rapport à tous les autres types de transport, économiquement, il se situe comment? Je veux dire, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est quoi? Ah non, le transport routier, il est moins cher, quoi qu'il en soit. Et puis vous avez différents types de transport routier qui font que vous pouvez arriver à des coûts relativement bas. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, vous savez, on est dans un cercle aujourd'hui qui est vicieux parce que on a besoin de chauffeurs dans le transport routier. Et on en trouve de moins en moins. Donc automatiquement, ceux qui sont présents, on essaye de les payer du mieux possible. Donc ça augmente automatiquement les coûts de transport. Il faudrait que les pouvoirs publics, à un moment donné, et là je parle dans le vide parce qu'on sait pourquoi, mais les pouvoirs publics n'aident pas suffisamment les transports publics, les transports routiers. C'est pas possible. Ils mettent un argent fou dans le ferroviaire, dans le transport de marchandises en ferroviaire, mais c'est pas rentable. D'ailleurs, dans une de vos études, dans l'étude, on parlait du métier de chauffeur routier, là, vous dites, en tout cas les Français, à 78% disent le métier de chauffeur n'est pas suffisamment reconnu dans la société. Cependant, 84% des Français pensent que le secteur recrute beaucoup et qu'il s'ouvre de plus en plus aux femmes. Vrai ou faux? Ah, c'est tout à fait vrai. On recherche, nous, dans la filière, plus de 70 000 personnes. Wow. Donc c'est énorme. Que des chauffeurs? Et ça, on va dire il y a 80% de chauffeurs là-dedans. Est-ce que donc c'est un chiffre qui est énorme et les femmes, heureusement, arrivent de plus en plus comme chauffeurs justement. Par contre, les restaurants routiers disparaissent de plus en plus. Est-ce que pour compenser cette pénurie de chauffeurs, il serait pas intéressant d'avoir des camions plus grands? Alors là, je vais être extrême, je vais penser à l'Australie où on a des road trains, donc carrément des camions qui des fois ont 4-5 remorques derrière. Est-ce que ça pourrait être envisageable dans notre pays pour les longues distances? Je parle pas évidemment pour le transport de proximité. Alors vous mettez le point sur c'est un point très sensible parce qu'aujourd'hui il existe des véhicules que l'on appelle les 25 mètres 25, c'est-à-dire que c'est deux remorques l'une derrière l'autre. Le gros avantage de ce système, c'est comme on manque de chauffeurs, il n'y a qu'un chauffeur. Bah oui. Donc en plus on baisse le coût de l'énergie et puis les émissions de CO2. Tous les pays nordiques l'adoptent, l'Espagne l'adopte, et il n'y a que la France qui refuse. Oui, mais pourquoi? À cause des infrastructures? Parce que regardez le nombre de ronds-points qu'on a, le nombre est-ce qu'on n'a pas les infrastructures qui vont peut-être pas? Mais on a les plus belles infrastructures en Europe. Si on parle de 25-25, ça sera uniquement pour faire ce que l'on appelle des corridors, c'est-à-dire des véhicules qui passeraient sur les autoroutes, qui partiraient de Hollande, qui iraient jusqu'en Espagne ou au Portugal. Donc là, il n'y a aucun problème. Après, c'est une question d'administration chez nous, au niveau du ministère des Transports, ministère de l'Intérieur. Mais très sincèrement, toute la profession appuie aujourd'hui pour que l'on sorte ces véhicules. Ils sont opérationnels en plus. Vous dites en Espagne, il y a des camions comme ça qui roulent, c'est marrant, j'en ai jamais vu moi. Eh ben, depuis 1 an ou 2, ça roule maintenant. Les 25 mètres, vous dites? On les appelle les 25-25, 25 mètres 25. D'accord. Et c'est pas une semi qui tire une remorque, on est d'accord. C'est un camion de 25 mètres plus une remorque de 25 mètres. Non, c'est 25 mètres au total parce qu'une semi fait 16 mètres normalement. D'accord. Mais j'aurai un seul tracteur devant. Ah un seul tracteur devant, puis il n'y a aucun problème. Waouh. Bon, et là, ça serait vrai. Et ça coince à quel niveau?
Ça coince au niveau technique, dans les directions administratives, au niveau du ministère des Transports, du ministère de l'Intérieur. On ne sait pas trop. On appuie. Pour vous dire, à Solutrans, on a présenté ce premier véhicule à Solutrans 2007. Ah ouais. Oh là 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 là. Bon, donc on ça toujours date trop pas notre d'aujourd'hui. temps. Ouais, c'est clair. En tout cas, on voit la lenteur administrative de la France dans certains domaines. On voulait faire un point d'abord parce qu'on voulait tirer un grand coup de chapeau à tous nos amis routiers qui nous écoutent et qui peuvent, pour ceux qui font le régional ou le national, passer un week-end à la maison, le tracteur étant garé, ou pour ceux qui sont sur l'international, peut-être qui nous écoutent en traversant notre beau pays. Et merci beaucoup, Patrick Cholton. C'est moi qui vous remercie, puis je salue tous les chauffeurs routiers, puis je leur donne rendez-vous à Solutrans, bien entendu, ils seront les bienvenus. À Lyon Eurexpo, et c'est au mois de novembre. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Oui, on voit que les Français aiment les camions. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, qu'on voulait m'offrir une petite voiture, je voulais un camion. Moi, je suis monté dans un camion plein de fois avec mon papa. Moi, j'en ai conduit. J'ai conduit un moi aussi, Mercedes. mais sur les genoux de mon papa, on a fait semblant, parce qu'on était sur le parking. Je devais avoir 7 ans. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous sur sudradio.fr, mais aussi sur la page Facebook de Sud Radio. On vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve samedi prochain en direct. On sera en direct d'Équipe Auto, exactement. On aura un très très beau plateau d'invités. Vous savez, ceux qui nous permettent jour après jour de garder notre liberté de mobilité avec notre voiture. Ce sont tous les métiers liés à l'automobile. Merci à Jamel d'avoir réalisé ce rendez-vous. À Aude d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Et puis là, vous allez avoir rendez-vous avec Parlons Immo juste après le retour de la fin. Sud Radio.